Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. La théorie de la relativité générale, publiée en 1915, est venue complètement bouleverser notre compréhension de la gravitation. Le monde de la science reposait auparavant sur la gravitation newtonienne, qui décrit le phénomène comme une force sans vraiment en préciser la nature. Einstein nous fait pour sa part envisager la gravitation comme une déformation de l'espace-temps. C'est une théorie qui fonctionne incroyablement bien, même lorsqu'on la soumet à des scénarios extrêmes. La gravitation régit en grande partie la danse de la matière dans l'univers et est donc suffisante pour décrire un grand nombre de phénomènes astronomiques. Même dans sa version newtonienne, elle prête à des expériences de pensée qui peuvent avoir un côté vertigineux. En tant que force attractive, elle a tendance à coaguler la matière. Plus de matière égale plus de force gravitationnelle, donc une plus grande attraction sur la matière environnante. Une sorte de boucle sans fin, conduisant à des astres de plus en plus massifs et au champ gravitationnel de plus en plus fort. À sa manière, la relativité générale nous dit la même chose. Et en effet, lorsqu'on observe l'univers, on trouve des astres qui semblent avoir suivi ce chemin. Des étoiles immenses qui feraient presque passer le Soleil pour une poussière, mais aussi des corps beaucoup plus exotiques. En effet, la gravitation ne fait pas seulement grossir les astres qu'elle amalgame, elle les compresse aussi. Sur Terre, comme dans le Soleil, toute la matière est attirée vers le centre. Cette attraction est contrebalancée par la force de pression de la matière. Celle-ci fait qu'il est très difficile de comprimer certains éléments au-delà d'une densité critique. Sur notre planète, par exemple, gravitation et force de pression s'équilibrent pour donner sa forme à la Terre. Comme tous les astres massifs, c'est une boule presque parfaite, car c'est la forme qui permet à toute la matière d'être aussi proche du centre que possible. Seulement, il est possible pour des astres d'être beaucoup plus massifs que la Terre ou le Soleil. Leur champ gravitationnel devient alors tellement fort que la matière casse. Elle n'est plus capable de maintenir sa forme classique. C'est par exemple ce qu'on observe dans les étoiles à neutrons. Ces dernières ne sont pas bien grosses, on pourrait quasiment en faire tenir une à l'intérieur du périphérique parisien. Du moins pendant une fraction de seconde, juste avant qu'elle ne disloque complètement notre planète. En effet, malgré cette petite taille, les étoiles à neutrons ont une masse supérieure à celle du Soleil. Sous une pression gravitationnelle immense, leur matière a dégénéré. Les électrons des atomes qui la composent se sont réfugiés dans le noyau pour se combiner avec les protons et former des neutrons, d'où le nom de l'étoile. Sans électrons autour d'eux, les atomes peuvent être beaucoup plus proches les uns des autres, ce qui leur permet de former un astre extrêmement dense qui peut encore lutter contre la gravitation via la pression de dégénérescence des neutrons. Malgré ça, l'attraction que peut exercer la gravitation peut encore grandir, à tel point que la même pression de dégénérescence des neutrons ne fait plus le poids. En fait, il existe même un point où plus rien dans la matière ne peut s'opposer à la toute-puissante gravitation. Sans principe pour obtenir un équilibre, toute la matière est précipitée vers le centre d'un astre. Et là, en théorie comme en pratique, les choses deviennent vraiment étranges. On pourrait croire que cette situation ne se produit jamais. C'est même ce que pensait Einstein peu après la publication de sa théorie, lorsqu'un de ses collègues lui a montré que c'était mathématiquement possible. Et pourtant, on dispose aujourd'hui de preuves très fortes que de tels astres, ce qu'on appelle aujourd'hui les trous noirs, existent bel et bien. Quand on rencontre l'adjectif noir en astrophysique, c'est généralement pour parler d'un phénomène qu'on ne comprend pas très bien. Il y a eu quantité de travaux pour modéliser la formation, l'évolution ou l'effet sur son environnement d'un trou noir. Ce qui prend place derrière son horizon des événements reste cependant un mystère complet. L'objet dans son ensemble peut être décrit de manière assez simple. Son horizon des événements est la limite en deçà de laquelle plus rien, même pas la lumière, ne peut échapper à son pouvoir d'attraction. Au centre de cet horizon, s'est concentrée toute la matière. Cette dernière n'est plus capable de résister d'aucune manière dans sa chute vers le centre. Dans la théorie d'Einstein, elle a donc trouvé place dans un point de densité infinie, ce qu'on appelle une singularité.
Non content de casser la matière, les champs gravitationnels les plus extrêmes cassent aussi la physique. En effet, dans une théorie où la gravitation est une courbure de l'espace-temps, ce dernier cesse aussi de fonctionner face à ces infinis. Dans une singularité, il n'y a plus de matière, plus d'espace, plus de temps, plus rien qui n'ait un sens pour les outils théoriques de la physique moderne. On serait tenté de crier à l'impossible, mais un rapide coup d'œil vers le cosmos nous rappelle l'existence des trous noirs et donc de ces singularités. L'existence de ces points infinis est tellement perturbante que l'univers semble vouloir nous les cacher. Il est ainsi probablement impossible qu'une singularité puisse exister sans horizon des événements. C'est l'hypothèse de la censure cosmique. Comme rien ne peut sortir d'un horizon des événements, rien de ce qui se passe au centre d'un trou noir ne peut avoir d'effet sur le reste de l'univers. Nous sommes en quelque sorte protégés de ces infinis impossibles, lesquels nous sont en retour cachés par une frontière qu'aucune information ne peut franchir. Bien entendu, même l'impossible ne peut mettre un frein à la curiosité humaine. Certains chercheurs pensent qu'il doit être possible de sonder, au moins théoriquement, l'intérieur d'un trou noir. Mais pour ce faire, on ne peut plus se contenter de la relativité générale. Les singularités sont en effet des objets qui sont entièrement décrits par la théorie d'Einstein. Mais dans une chute vers le centre, avant de créer un objet ponctuel, la matière passe par des échelles où la gravitation n'est pas la seule maîtresse à bord. Elle doit s'accommoder des règles de la physique quantique, lesquelles ne semblent pas permettre une concentration ponctuelle d'une grande quantité de matière. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de cadre théorique admis qui décrive à la fois la gravitation et les trois autres interactions fondamentales. Pour nous attaquer au problème des singularités, il faut donc se contenter des théories qui n'ont pas encore fait leurs preuves. L'une d'entre elles se nomme la gravitation quantique à boucle. Comme son nom l'indique, elle tente de décrire la gravitation dans un cadre quantique. Parmi les prédictions qu'elle fait, il y a celle d'un espace-temps discret qui posséderait une unité de base indivisible. Il faudrait ainsi considérer l'espace-temps comme une sorte de grille où aucun phénomène ne peut avoir lieu à une échelle plus petite que les cases de la grille. Ces cases seraient certes très petites, environ 10 puissance moins 35 mètres, mais pas infiniment petites. Dans sa chute vers un point infiniment petit, la matière se heurterait donc à cette limite dure, incapable d'occuper un emplacement plus petit que le plus petit emplacement possible, la singularité et ses infinis disparaîtraient. Ce qui prendrait sa place serait en revanche au moins aussi incroyable. Le centre du trou noir deviendrait plutôt une porte sur une période différente de l'univers, voire sur un autre univers. Cette prédiction est basée sur un modèle simplifié de trou noir. Pour qu'elle soit pertinente, il faudrait d'une part que la gravitation quantique à boucle soit prouvée, et d'autre part que le phénomène fonctionne sur un trou noir réel. Cela pourrait cependant offrir une porte de sortie au paradoxe de l'information et éventuellement au Big Bang. Car en effet, les trous noirs ne sont pas les seules singularités connues de l'univers. Il y a aussi celle qu'on appelle la singularité initiale, le Big Bang, l'instant zéro qui est censé être à l'origine de tout ce qui nous entoure. Encore une fois, le Big Bang et sa singularité initiale sont aussi des purs produits de la relativité générale. Pour voir cette singularité émerger, il faut remonter le temps. On constate alors que l'univers devient de plus en plus chaud et dense, à tel point qu'il semble lui aussi se diriger vers une densité infinie. Et là encore, cette prédiction ne tient que si on ignore complètement la mécanique quantique. Dès qu'elle entre en jeu, on se frotte à nouveau à des limites dures avant d'atteindre des infinis. Il existe de nombreuses prédictions qui essaient de remplacer le modèle du Big Bang par autre chose. Big Bounce, univers recyclé, ou même naissance de l'univers depuis le trou noir d'un univers parent. Cela a le mérite de relier nos deux singularités entre elles, celle des trous noirs et celle du Big Bang. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra jamais aller vérifier ce qu'il en est à l'intérieur d'un horizon des événements. Il faudra se contenter au mieux d'une connaissance théorique. Enfin, ce n'est pas complètement sûr. Certains chercheurs espèrent encore qu'il soit possible de mettre la main sur des singularités nues, qui ne seraient pas cachées, ou simplement partiellement cachées par un horizon des événements. Ce pourrait par exemple être le cas pour certains trous noirs en cours d'évaporation via le rayonnement de Hawking. C'est très hypothétique, mais on ne sait jamais. L'univers acceptera peut-être de livrer à notre curiosité le produit de la lutte entre nos deux plus grandes théories physiques.
quand l'attraction infinie de la relativité générale bute sur les quantités indivisibles de la mécanique quantique. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 19 février à 17 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.